Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à Pierre Berger, peintre. Pierre, je crois que c'est la 3e fois que tu as la gentillesse d'accorder une interview à la radio web de l'Université du Temps Libre, mais cette fois, ce n'est pas pour parler de toi, de tes motivations de peinture ou nous présenter ta prochaine exposition, mais c'est pour nous raconter la formidable aventure qui t'a conduit en Ukraine, pays en guerre comme chacun le sait. Bon, bonjour Pierre. Bonjour. Bon, alors, quelle a été la genèse de ce projet ? Le jour de l'attaque, on était tous sidérés, horrifiés. Et le lendemain matin, le premier dessin sortait. Et ce premier mois d'indignation a donné naissance à une série d'une quarantaine de dessins assez durs, monochromes. Avec chaque matin, j'écoutais les nouvelles et les dessins donc sortaient à côté de mon café. Noir c'est noir, hein, le dessin et le café. Et puis au bout d'un mois, on a commencé à accueillir les Ukrainiens. Une deuxième série très colorée, pleine d'espoir, est arrivée. Là aussi une quarantaine de dessins. Et c'est pendant cette série de dessins couleurs que ça s'est imposé. Je me disais, tu dessines et après. Et donc j'ai décidé, j'ai pensé aller là-bas pour utiliser mes dessins à des fins humanistes, des rencontres et humanitaires. Je voulais qu'il y ait des retombées. Et donc après, ça s'est confirmé. L'année de guerre, j'ai dessiné tout le temps et j'ai sorti, voilà, je sais plus, 140 ou 150 dessins. L'exposition de juin à Tarbes, à l'Artelier, l'exposition Flash caritative a permis de concrétiser, c'est-à-dire de donner de l'argent à Porte Ouverte 65, l'association qui s'occupe des réfugiés et des migrants à Tarbes, là, rue Carnot, avec une personne incroyable, Kenza, la secrétaire. On a tout de suite compris qu'on s'entendrait. Et pendant cette exposition, évidemment, les Ukrainiens sont venus, les Ukrainiennes, hein, les hommes sont à la guerre. Et les rencontres se sont faites. Et les propositions qui m'étaient faites pour aller là-bas, puisque là, ça y est, là, je demandais comment je fais pour aller là-bas. C'était effrayant parce que c'était des villes où ça tapait trop pour un père de famille, et puis pour quelqu'un qui vit dans un pays confortable. Je ne m'imaginais pas, voilà, on m'avait proposé d'aller à Mariupol, à Bakhmout, à Kharkiv, Kherson, qui sont des villes où pour moi, je me mettais en danger. C'était pas l'idée. Donc est arrivée finalement une jeune femme qui s'appelle Lana, qui est de Tchernigiv, qui était là réfugiée avec sa petite sœur, et qui m'a expliqué l'histoire de Tchernigiv, le siège, la résistance aux Russes. Ça collait parce qu'il me fallait une ville stigmatisée, abîmée pour le projet dont je parlerai plus loin. Il me fallait des gens qui soient vrais, donc des gens qui ont vu, vécu, senti, subi la guerre et aussi l'occupation russe. Et donc, elle m'a immédiatement, devant moi, elle a appelé ses parents à Tchernigiv, qui m'ont dit l'appartement t'attend. Première, donc, j'avais le doigt dans la roue crantée. Puis, 10 minutes après, elle a appelé son professeur de français, qui immédiatement m'a proposé d'être mon interprète, ce qui, moi, me convenait, parce que je voulais aussi, dans un cadre de guerre, on sait qu'il y a paupérisation, et je tenais aussi à faire vivre quelqu'un. Alors, cette interprète, oui, je l'ai engagée par mon association. Elle a eu un salaire de rien, mais c'était énorme pour moi de faire ça. Et donc, le projet est né comme ça. Il s'est imposé, il coulait de source. Il coulait de source, y compris pour des raisons morales, personnelles et très intimes, liées à mon enfance, parce qu'effectivement, j'admirais des artistes engagés, des gens comme Orwell, Malraux, et voilà, je me recalais, je me disais, ben ça y est, tu vas pouvoir concrétiser, appliquer tes valeurs. Oui, c'est plutôt un projet humanitaire qu'artistique, c'est ça? Oui, j'ai du mal à le définir parce que parfois j'emploie le mot d'artiste activiste, mais plutôt d'humanitaire artistique.
L'idée, c'était quand même elle est double, hein. D'abord, je tenais à ce que ça soit pas un délire utopique, de bobos artistes. Je voulais qu'il y ait des retombées financières pour eux. Et puis, au départ, c'était un projet qui se voulait un peu pacifiste, n'est-ce pas? Rapidement, j'ai pris parti là-bas, parce que j'ai vu ce que subissaient les civils. Mais du coup, je partais avec l'obsession de comment, euh, euh, comment produire de l'argent pour s'occuper des orphelins. Voilà, c'était ça l'idée. Et après, là-dessus, comment rencontrer les gens. Et donc l'argent, ça a été, je leur ai donné 100 dessins qui ont été exposés, mes données, et qui ont été tous vendus pour les jeunes de Tchernigiv qui n'ont plus les hommes, les papas, les frères. Et pour la rencontre, j'avais préparé 6 grands dessins de 3 par 2 que j'ai amenés là-bas et que j'ai posés dans des endroits qui ont été soit occupés, soit abîmés, soit rasés, soit dévastés, soit violentés. Et les survivants ou les habitants sont venus voir, non pas une exposition, mais ces dessins posés sur les ruines, sur les carcasses, et sont venus parler, et donc ont raconté leur histoire, ravis, étonnés, reconnaissants qu'un occidental les écoute. Alors pour nos auditeurs, situe-nous la ville de Tchernik et parle-nous un peu de cette ville. Alors Tchernigiv, c'est une ville qui a à 150 km au nord de Kiev, c'est l'oblast du Nord. C'est une ville qui est russophone, comme Kiev d'ailleurs, on ne sait pas, mais Kiev c'est 70% russophone. Maintenant ils parlent l'ukrainien par résistance, mais c'est une ville qui barrait la route à l'attaque initiale des Russes qui sont descendus de Russie et de Biélorussie. Tchernigiv est équidistante avec les deux frontières. Et ils attendaient une attaque à l'est, elle a eu lieu dans le Donbass. Mais l'attaque du nord a surpris, mais en fait c'était logique, c'est la descente directe sur la capitale. Donc les Russes ont déboulé sur Tchernigiv, qui a résisté, il n'y a pas d'autre mot, héroïquement, mais ils n'étaient pas prêts. Les Russes sont arrivés très près du centre avec les chars, mais ont été repoussés par des volontaires civils, par des snipers, j'ai envie des amateurs. Ils les ont tenus pendant 1 mois. Et au final, les Russes ont renoncé. Alors les Russes sont descendus jusqu'à Kiev, jusqu'à Irpin, etc. Et ils sont repartis parce qu'ils avaient Tchernigiv dans le dos et qui concentraient après leur attaque sur l'Est. Et donc ce siège de Tchernigiv a marqué la ville et surtout reste dans l'esprit des Ukrainiens comme la victoire. Ils ont repoussé le siège, a été un échec, le siège des Russes. Et voilà, Tchernigiv normalement est à 1h30 de bus. En vérité, on met plus de 3 heures parce que les routes ont été bombardées, les villages saccagés, la guerre. Et alors là, donc, tu nous as dit que tu avais exposé au musée qui est libéré maintenant, de Tchernigiv. Et puis bon, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'église, je ne sais pas comment tu l'appelles, du Kashivika. C'est une église, les Russes, je vais commencer comme ça, ont une politique de déculturation de l'Ukraine actuellement. Alors, c'est pas du tout des mots creux, ça. À Tchernigiv, ils ont détruit des églises et ils détruisent systématiquement les archives et les lieux de mémoire, par exemple des musées, parce que là-bas, les musées souvent sont doublés de lieux d'archives. Ce sont des musées locaux traditionnels, par exemple sur l'histoire des Cosaques. Et donc, quand les Russes ont bombardé le stade de Tchernigiv, ils ont au passage canardé le musée qu'il y avait à côté, la bibliothèque musée, avec toute la mémoire des Cosaques du 18e. Ils ont détruit, avec un missile, le centre des archives régionales. Il n'y a plus rien, qui effectivement aurait pu argumenter de l'histoire nationale ukrainienne qui n'est pas russe. Et donc, l'église, ça a été très troublant parce que les églises sont dévastées, les unes après les autres.
Je crois qu'on est à plus de 220 églises détruites systématiquement par les Russes, qui essayent de saper. Il faut savoir aussi qu'il y a un schisme entre l'église orthodoxe de Kiev et que pour les Ukrainiens, c'est une croisade de résister. Et donc, la religion, les églises sont un lieu aussi de résistance. Et donc, cette église, elle servait de QG aux Russes et de tribunal. Elle est dans le sud de Tchernigiv, à 40 minutes du centre. Et elle servait aussi de tribunal expéditif, il faut bien le dire. Donc, quand les Russes sont partis, ils l'ont dévasté, ils l'ont mitraillé, passé au lance-flammes, etc. Et effectivement, je suis allé poser des dessins, et les survivants et les gens du village sont venus parler. Oui, Cette église dans ma mémoire, reste non seulement un mausolée, mais quelque chose comme une camisole. d'accord. En Ukraine, bon, tu as rencontré quelques artistes, mais tu m'as dit qu'ils étaient au front. Donc ils n'étaient pas disponibles pour les rencontres, mais c'est surtout la population civile que tu as. Peux-tu nous parler de quelques rencontres? Alors, les rencontres les plus émotionnantes sont sur les villes vraiment dévastées, mais souvent occupées pendant le temps du siège par les Russes, en particulier les villages du Nord, en particulier le village de Novoselivska, qui est un village qui a eu l'audace de résister, n'est-ce pas? Donc ils ont été durement punis. Ils ont été bombardés, et non pas par de l'artillerie, comme ça a été dit, mais par des attaques aériennes. Les cratères en sont les témoins, c'est pas les mêmes. Ce sont des cratères de 3 mètres de profondeur, avec des gens qui ont survécu par hasard dans un vacarme sismique, dans des celliers à patates. Et effectivement, j'ai rencontré surtout des femmes, en particulier je dirais des babouchkas, c'est un terme russe, alors, des grands-mères, ils ont un rapport sacré à la terre, c'est des paysans, et ils n'ont pas voulu partir. Donc les jeunes, les familles, dès que ça mitraillait, parce que le village est criblé, saccagé, c'est vraiment impressionnant. On voit les trous dans les murs, ils m'ont fait prendre dans mes mains des débris de bombes, de missiles, que j'ai failli me les faire tomber sur les pieds tellement c'est lourd. J'imaginais tout ça qui volait à l'horizontale avec des gens. Enfin, c'est effarant, c'est sidérant. Et alors là, les femmes sont sorties parce que je suis arrivé avec mon interprète et Valérie, ma compagne, qui m'a accompagné là-bas. Compagne, accompagnée. Et les gens sont venus me demander, mais pourquoi tu es là? Et alors, très rapidement, il s'est passé que les femmes parlaient entre femmes, c'est-à-dire avec l'interprète et Valérie, mais elles parlaient en pleurant dans mon cou. C'était 1 heure comme ça, avec le t-shirt qui collait de pleurs. Et elles ont raconté leurs histoires. Elles m'ont tout dit, mais avec le vocabulaire féminin, rond, qui permet de tout dire des femmes, alors que les survivants hommes, en particulier Artem, on a coupé court parce que c'était trop dur ce qu'il racontait. Il racontait avec son vocabulaire d'homme, c'est un vieux monsieur qui a vu les voisins déchiquetés et qui nous le racontait. Alors effectivement, il y a une rencontre avec la population. À Tchernigiv, je posais mes dessins dans les zones bombardées par terre, et par curiosité, les gens venaient raconter l'histoire. En tout cas, à chaque fois, ça s'est terminé avec des merci, diakuyu, des accolades, parce que ce sont des gens de l'accolade. Et j'ai beaucoup transpiré des yeux quand même, et peu dormi. Ouais. Donc la rencontre, elle était merveilleuse, parce qu'elle était humaniste. Et les retombées financières des dessins, c'était donc humanitaire. Voilà. Mais quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils pensent à pouvoir gagner la guerre? Est-ce qu'ils sont résignés? Non, résignés sûrement pas, d'autant plus qu'ils ont
un soutien indéfectible, mais pour nous qui avons perdu le sens du sacré, pour eux c'est très important, ils ont l'église avec eux. J'ai beaucoup traîné dans les cathédrales avec la liturgie orthodoxe qui est extrêmement belle et grave, avec toutes ces femmes debout qui prient pour les guerriers. Et je pense que les gars qui se battent, ils savent très bien qu'il y a ça derrière, ça les tient debout. Ils sont pas du tout résignés. Plusieurs fois par jour, chaque fois qu'il y a une rencontre en partant, j'ai appris à dire Slava Ukraine, qui veut dire gloire à l'Ukraine. Quand vous dites au revoir en disant Slava Ukraine, la rue s'arrête. Aussi loin qu'à porter le son de votre voix, les gens répondent. Heroim Slava, ça veut dire gloire aux héros. Ils ont des morts qui sont affichés dans les rues. Ils ont des morts dans tous les portables, mais ils sont debout et ils y croient. Et non, ils ne sont pas du tout résignés. Hein. En plus, c'est des Slaves, c'est un peuple de guerriers. Hein. Non, ils ne sont pas résignés du tout, ils y croient. Et est-ce qu'ils t'ont parlé de ce qu'ils pensaient de notre attitude, enfin, de nous? Oui. Alors, ils m'en ont parlé indirectement. D'abord, ce sont des gens qui sont très bien élevés. On sort d'un carcan d'éducation autoritariste soviétique. Il n'y a pas de dérapage verbal, il n'y a pas de... Ils sont très bien élevés. Alors, ils ne se seraient jamais permis de critiquer la France quand un Français vient les voir. Mais, à travers leur inquiétude de ce que j'allais rapporter en France, de mon témoignage, à travers ils étaient dubitatifs quand je leur disais que j'allais revenir. Tout ça montre bien qu'ils ont une inquiétude à l'aide internationale, donc française. Ils savent qu'on a envoyé des armes, ils savent qu'on forme des combattants, la Légion étrangère française, mais ils sont très inquiets parce que pendant que j'y étais, ils ont tombé la loi d'interdiction de sortir du territoire aux hommes de 18 à 60 ans, ce qui montre qu'il y a une inquiétude sur les effectifs. La réserve humaine russe est importante, la réserve ukrainienne l'est beaucoup moins. Je crois qu'ils sont à 70 000 morts ou hors de combat. Et donc ils commencent à vérifier que les gens qui ne vont pas à la guerre sont chargés de famille, ont de bonnes raisons de ne pas y aller. Ce qui montre bien qu'il y a une inquiétude donc de l'aide internationale parce que ils ont des problèmes d'effectifs. C'est pas que les armes, hein, c'est les hommes. Mais dans les zones qui ne sont pas en guerre, la vie continue, Oui. les écoles, les enfants vont à l'école. Alors quand j'y étais, les écoles étaient fermées parce qu'il y a une loi qui dit, je vais le résumer comme ça, pas d'abri, pas d'enfants. Donc les parcs sont fermés, ce sont des villes. Tchernigiv était une ville triste parce qu'il n'y a pas les enfants. Ils ont été mis en sécurité à la campagne. Je crois que c'est une constante de... Je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil, à cause des bombardements. Et il reste des tout petits qui sont nés pendant ou après le siège et des grands ados. Entre les deux, très peu. Alors les écoles étaient fermées jusqu'en septembre et pendant l'été, alors ce sont des gens qui ont une résilience incroyable. D'abord, ils effacent les traces des bombardements très rapidement, sauf les trucs bien lourds. Ils reconstruisent, ils repeignent. Et là, ils ont construit les abris aux normes pour les écoles. Donc toutes les écoles ont ouvert, sauf au nord. Sur une portée 40 km, c'est la portée d'artillerie, là c'est fermé. Mais sinon, ils ont tout réouvert en septembre avec des abris, enfin, qu'ils ont construits cet été. Donc il faut que ce soit des abris enterrés suffisamment pour que s'il y a des attaques aériennes, ils ne soient pas éventrés, etc., etc. Donc oui, les écoles, les banques fonctionnent, les commerces fonctionnent. Non, les gens vivent. Et ils sont approvisionnés normalement? Non, ils ont un problème d'approvisionnement, en particulier là actuellement. Le problème, c'est de faire manger les combattants. Et j'ai une amie dont le mari est cuisinier dans l'armée, donc il est au front à l'armée, comme cuistot, et c'est un véritable problème de nourrir les hommes. Et puis de toute façon, il y a guerre, donc il y a paupérisation, l'économie est arrêtée, ralentie. Kiev fonctionne au ralenti, ils sont bombardés tous les jours, malgré le dôme de fer israélien. Il y a des fois ça passe. Hein. Donc
ils ont un problème, oui, de ravitaillement, mais ils vivent normalement. Les jeunes sont incroyables de résilience. De tous ces jeunes que j'ai rencontrés qui à 16 ans ont subi ou à 17 ans le siège, les filles en particulier, mais elles portent tout. La suite du projet s'appellera « Elles ont choisi de vivre ». Ah oui, c'est ça, parce que je vais rendre hommage aux femmes en Ukraine. Parce que voilà, elles portent tout. Oui, parce que tu leur as dit que tu reviendrais, donc ton projet continue. Alors voilà, c'est pas un projet qui est fait, c'est un projet en cours. C'est plus un projet, c'est une intervention, une action en cours. Normalement en février. Bon, après, il peut y avoir des choses qui m'empêchent de partir, mais normalement en février, c'est prévu. Ils m'attendent. Je repars là-bas pour un temps plus long, 15 jours. Mais 15 jours en zone, en levant la tête, en dormant pas, c'est long. Et j'amène cette fois des dessins. Les textes que j'ai écrits pendant que j'étais là-bas en juillet sont traduits en ukrainien par Victoria. Et je suis en train d'éditer des recueils qui seront illustrés de certains dessins réalisés là-bas et surtout de visuels de ces rencontres avec les gens autour des dessins. Et je leur donne tout, pareil, comme j'ai donné les dessins, pour qu'ils les vendent pour les orphelins. Voilà. Et après, à côté de ça, il y a un projet qui est plus engagé aux côtés des Ukrainiens, cette fois. J'ai une réaction artistique au missile qui est tombé sur le théâtre le 19 août, à 100 mètres de l'endroit où nous habitions, et qui a donc dévasté des rues et criblé des rues et des parcs en tuant des gens qu'on a croisés. Et donc là, cette fois, je vais poser un grand dessin au théâtre où le missile est tombé, qui s'appelle Sim. Ça veut dire 7, c'est les 7 victimes mortes, puisqu'il y a 150 mutilés aussi. Et puis, à l'Office du tourisme, qui n'a rien d'un Office du tourisme, qui est un centre de résistance culturelle en vérité, je poserai 4 grands dessins de femmes qui s'appellent les conditionnels. Si je serais venu, je parlerai, je combattrai, je t'aimerai, je resterai. 4 femmes. Puis, entre autres, la petite fille est morte parce qu'elle faisait de la gym avec le club. Je suspendrai 10 dessins, recto verso, avec d'un côté des héroïnes, des guerriers, mythologiques un peu antiques, et au dos, à chaque fois, une femme. Et je vais les suspendre en février, dans les intempéries, et ils vont flotter et rendre hommage. Voilà le projet de février. Donc j'y retourne, oui. Bon, tu as aussi un projet à Tarbes, Oui. d'une exposition. Alors, j'ai demandé à rencontrer la mairie de Tarbes. Ça s'est fait cet été avec le chef de cabinet du maire. Ils ont été réceptifs. C'est cohérent, puisque je crois qu'il y a aussi une politique d'accueil ou d'attention à ces gens à Tarbes. Et donc, j'ai rendez-vous avec ces gens pour faire une exposition à l'Office du tourisme au mois de mai, que je souhaite doubler de l'accrochage des grands formats dans le hall de la mairie. Ce sont des grands formats et ce sont surtout des dessins vrais, puisqu'ils sont allés là-bas et qu'ils ont provoqué la rencontre. Alors, ces grands dessins, il y en a 6, effectivement. Je voudrais les mettre à la mairie. Quant à l'Office du tourisme, il y aura des visuels, des photos, des extraits de texte et des dessins réalisés là-bas et au retour. Et puis de l'émotion, parce que, encore une fois, parler face à Élise ou parler à table avec des gens, c'est pas un problème. Mais quand on témoigne ou quand on revit face à un... Ben voilà, oui, on transpire des yeux, c'est vrai. Oui. On te sent très marqué par Oui. cette aventure. Écoute, moi je voudrais que tu nous lises un de tes textes. Vas-y. Donc, j'ai écrit un texte dans le village de Novolevska qui a été très abîmé par les Russes. C'est la rencontre avec 4 femmes qui sont restées. Je l'ai appelé 4 femmes en pensant au For Women, contre le racisme, mais cette fois c'est contre la guerre.
et je vous le lis. C'est écrit sur place et c'est un peu émotionnant quand même. Donc, 4 femmes pour résister. Un gars qui ne peut pas pleurer, qui noie sa ruine de chagrin, qui pleure les peut-être tués, qui a besoin d'une main, qui blottit sa voix au creux de mon cou, qui prend le bus avec une prière. La première femme pour résister. Pacha qui veut faire la forte, qui n'a de fondation que de main, qui raconte l'amie voisine fantôme, qui berce son chien miraculé, qui frappe l'horizon de son front, qui menace le mauvais sort, qui m'étouffe des 2 ailes, la seconde femme pour résister. Katia, qui est restée pendant l'assaut, qui est restée malgré les bombes, qui s'est accrochée à la terre, qui a nettoyé le puits pour son potager, qui a fait revenir sa famille, qui est une reine, la canne en sceptre, la 3e femme pour résister. Lydia qui vit seule, mais pas seulement, qui avance à 2 cannes, qui fatalise l'inacceptable, qui prie la clé de l'abri d'hier, qui garde la clé de l'abri peut-être, qui caresse mon bras pour se quitter. 4 femmes pour résister. Novoleviska. Donc, à Tchernigiv, je suis allé plusieurs fois dans les églises et les cathédrales orthodoxes, voir ces femmes qui portent la guerre, entre autres dans la religion. Et j'ai fait un enregistrement de la liturgie et des femmes qui chantent pour soutenir les guerriers. Donc voilà. Bon, Pierre, merci pour ce moment très très riche, et puis je vais te laisser conclure. Oui, j'aimerais conclure, je ne vais pas faire de grands discours, j'aimerais conclure avec un texte qui rappelle quand même l'essentiel, quel que soit le projet et le parti pris, puisque je suis quand même affiché côté ukrainien. C'est d'abord la guerre à la salope, c'est la guerre qui est pas bonne. Et je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit au retour et qui malheureusement tellement d'actualité aujourd'hui. Ce sera ma conclusion. La guerre sans la chienne, stérile, qui vole les petits. Au cul des jours qui fuient, la guerre qui a le temps, tenace, qui tient sa liste, qui sait les enfants. Au fil des nuits qui passent, la guerre muse menteuse, papillon noir strié de plomb. Quand les femmes meurent, les hommes tuent, mais d'abord les enfants. La guerre sent le rut mouillé du chien errant, le nez au cul du vent au marché ce matin, pour croiser les enfants. Merci. Bon, merci Pierre.